content d'avoir fait le plein. Comme je disais à un ami, j'aurais préféré faire le plein à la médiathèque, mais bon, c'était pas prévu. Je voulais d'abord préciser une chose, c'est que sur Internet et sur le programme papier, j'ai été qualifié d'historien. Je ne suis pas historien. Cet ouvrage n'est pas un ouvrage d'historien, pas plus que je ne suis écrivain, parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui fait preuve d'inventivité, de créativité, et qui est capable de développer une intrigue. Il n'y a pas d'intrigue. Donc je suis simplement un auteur qui est passionné de l'histoire locale, sur laquelle j'ai écrit quelques bouquins. Et maintenant, on va parler de ce Cadétou que vous avez là, qui, avant d'être oublié par une bonne partie des Palois et des Béarnais, a été un personnage quasi légendaire. Malheureusement, je vais vous le faire découvrir, mais en dehors de la caricature qu'on a fait de lui. Le Cadétou que beaucoup de gens connaissent, c'est celui qu'on trouve chez les marchands, sur des rondes de serviettes, en faux bois, mais en véritable matière plastique, sur des assiettes, sur tout un tas d'objets pour satisfaire les touristes en mal de pacotille. C'est pas celui qu'on va voir. Cadétou, c'est un habitant du Béarn dont la langue maternelle était le gascon, ou le béarnais, et pas le patois. Le patois, c'est un terme, alors que le béarnais, c'est une langue, avec sa grammaire, avec sa syntaxe, etc. Donc, jusqu'au milieu du XXe siècle, la langue, c'était le béarnais. Dans une France qui était à 75% rurale jusqu'à la fin du XIXe siècle, et en 1914, elle était à 45% rurale. Si je vous dis ça, c'est parce que Cadétou, c'est en rural. Donc, je veux vous faire, si possible, connaître un Béarn qui a quasiment disparu et qu'on va revivre à travers Cadétou. Je vais passer rapidement sur une biographie d'Ernest Gabart. Simplement, comme m'avait fait remarquer une dame tout à l'heure, il est né au 11 rue Samonzé, on s'en fiche, il est né en 1879. Donc il ne va pas être très branché sur les études, et par contre, il va être très doué pour le dessin. Donc on va essayer de le placer pour vendre du linge, ça ne convient pas. Il va monter à Paris, et son fils, qui était maire de Jurançon et pharmacien, m'a dit, à l'époque où il était encore vivant, qu'à Paris ça ne lui allait pas du tout, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'esprit de chapelle qu'il y avait dans le milieu artistique. Donc il est vite revenu à Pau, où il s'est installé à son compte dès qu'il a été majeur et qu'il a touché son héritage, c'est-à-dire en 1900. Et ce n'était pas un artiste coupé des réalités. Il était sportif, il tirait à l'arc. Il a gagné la Coupe Blériot en bobsleigh avec des gens fort connus. Henri Belin, dont je reparlerai tout à l'heure, qui était avocat, Mademoiselle de Barège, Paul Mira, l'artiste, et l'aviateur Brin-de-Jean Desmoulinet. Il a fait la guerre de 14. Il a été sauvé miraculeusement de Verdun, où tout son groupe a disparu, parce qu'il a dû être opéré d'une crise d'appendicite. Si vous voulez savoir comment est le véritable Verdun, je vous conseille de lire de Jean Giono le bouquin qu'il a fait à ce sujet, Recherche de la pureté. C'est proprement inhumain. Et j'en ai lu beaucoup, livres de la guerre, etc. Aucun n'a montré l'inhumanité de ce que fut Verdun. Donc il va l'échapper à Verdun à cause d'une crise d'appendicite. Il va finir lieutenant. Et son fils m'a dit, l'ancien maire de Jurançon et pharmacien, qu'il en avait beaucoup souffert tout le reste de sa vie, qu'il avait eu des séquelles psychologiques. Un artiste à la grande sensibilité qui se retrouve dans la guerre, c'est pas supportable. Et aussi, il a eu des séquelles physiques. Quand j'ai sorti le livre sur Cadétou, il y a ce que j'appellerais un ayatollah de la béarnitude qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas nous embêter avec cette bécassine béarnaise ?» En 2 mots, il avait fait la preuve
de son ignorance, et de Bécassine et de Cadetou. Alors Bécassine, comme Cadetou, ils sont victimes d'idées reçues. Bécassine, ce n'est pas la cruche qu'on a voulu faire. Je vais abréger, je ne veux pas vous dire qui a dessiné, etc. Mais Bécassine, même si au départ elle est un peu sotte, mais ça ne va pas durer longtemps, Bécassine, elle va apparaître dans une quarantaine d'albums, dont 25 de 1913 à 1939, dans laquelle elle sait lire et écrire. Elle a le permis de conduire. Elle a sa propre voiture. Elle joue à la pelote basque. Elle prend l'avion. Elle va en Amérique. Elle va en Turquie. Elle fait du ski et de l'alpinisme. Elle va au bain de mer. Elle fait du scoutisme. Elle visite Paris et ses expositions. Donc Bécassine, c'est une femme des années folles. C'est pas du tout la cruche qu'on a voulu en faire et qu'elle est bien en phase avec son époque. Et Cadetou là-dedans. Cadetou, c'est pas une Bécassine de Béarnès. Il n'est pas capable de faire tout ce qu'elle a fait. Elle fait du scoutisme, elle fait du camping. Non. Cadetou, c'est pas ça. Cadetou, c'est un personnage qui a été créé par Gabart pour sa fille, Odette, et il a fait ce qu'on appelle des paperolles, c'est-à-dire des petites bandes dessinées, très, très courtes, pour l'amuser. Et en 1907, sous la pression du président de la Société des Amis des Lettres, Henri Belin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui faisait du bobsleigh avec lui, il a édité La Haït de Cadetou, ça veut dire les aventures de Cadetou. Ce suffixe diminutif Cadetou, ça peut marquer soit la condescendance, c'est pas le cas, soit l'affection, que vous retrouvez dans Petit Tout. Donc c'est affectueux. Son nom, il ne s'appelle pas Laborde, il ne s'appelle pas Cazenave, il ne s'appelle pas Biraben, il ne s'appelle pas Poublan. C'est un Béarnais, mais pas un Béarnais particulier, qu'on peut retrouver dans les annuaires ou dans la rue. Mais on le retrouve dans la rue parce que c'est la marque d'un archétype local. Et Cadetou, pas plus que Bécassine, est stupide. Mais il est victime d'incompréhension. D'ailleurs, Gabart a été tellement agacé par cette, comment dire, le fait qu'on le prenait pour un crétin, qu'il a écrit dans La République, Cadetou n'est tout de même pas stupide. Je ne vous le dis pas en béarnais, parce que vous allez vous moquer de mon accent. Et il va apparaître comme un homme qui aime bien boire. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les ouvriers, les agriculteurs, ils boivent quotidiennement le vin par litre. Donc, si Cadetou, il en boit un ou deux, c'est pas du tout une exception. C'est complètement banal. Et il apparaît comme un agriculteur du 19e siècle qui est dépassé par un progrès technique dont il est complètement victime. Cadetou, comme son nom l'indique, cadet, le petit cadet, Cadetou, c'est un cadet qui est exclu de l'héritage. Ce qui veut dire que le cadet, dans une famille, il peut s'engager dans l'armée, se consacrer à la prêtrise, c'est plutôt rare parce qu'il faut quand même qu'il parle français, ou bien il va émigrer aux Amériques, ou bien certains se louent comme domestiques dans les fermes, ou d'autres restent dans la maison, l'oustat, mais comme valets s'engagent. Ils sont des auxiliaires de l'exploitation familiale. Et le cadet va s'opposer au maître qui est tenu à la tradition, qui est responsable de l'oustau. Il doit représenter l'oustau avec dignité. Le cadet, lui, il n'a aucune responsabilité. Il n'est pas tenu au respect de certaines règles. Il peut se permettre un peu de tout. L'excès de boisson, par exemple. Cadetou ne va pas s'en priver. La liberté de parole. Une certaine désinvolture. Donc Cadetou, c'est d'abord un paysan du 19e siècle, bien intégré dans son petit univers paisible, qui ne veut pas quitter, et qui se sent perdu et agressé par un monde qui se modernise. Et ce monde lui est complètement étranger. Donc il a du mal à s'adapter à un progrès technique qui est trop bruyant, qui est trop rapide. Lui, il en est resté à l'attraction animale. Des bœufs, des chevaux, des mulets. Ça, il maîtrise. Par contre, les voitures et les bouleversements apportés à sa vie, parce que la population de Pau et du Béarn a changé.
il n'y a pas que des Béarnais, il y a des Écossais, il y a des Anglais, il y a des Américains qui ont des noms bizarres et avec une langue incompréhensible. Les gens de la ville se sont embourgeoisés, les Palois, et ils ont perdu leur langue et leur accent béarnais. Pour Cadetou, les gens de la ville, ce sont des Parisiens. C'est une insulte. Et les moteurs, ils vont déranger son calme habituel. Les moteurs, il y en a partout. Il y a les tramways électriques, le tramway local. Il y a le tramway à vapeur, le tramway, le Pau, le Rome-Moléon. Il y a des avions, il y a des automobiles, on en reparlera des avions. Et contrairement à Bécassine, qui s'est adapté à son monde, il est complètement dépassé. Il est étranger au XXe siècle, et qui est en voie d'industrialisation et qui le perturbe complètement. Donc, quand Cadetou existe, il y a deux Béarn qui coexistent. Il y a celui du béret et des sabots, et celui du chapeau et des chaussures en cuir. Il y a celui du vêtement de travail, et celui du costume et des parures des citadins. Et Cadetou, il ne les fréquente pas, et il ne se sent à l'aise que dans son monde paysan. Il a une sorte de vertige du XXe siècle. Il est allergique à tout modernisme, à l'uniformisation d'une société qui semble fuir les particularismes locaux, à une société qui, en raison notamment de l'uniformisation scolaire, a un peu gommé la plus grande partie des traditions culturelles. Donc, Cadetou, c'est les langues locales, le béarnais, et le français, c'est pas trop pour lui. Ce qui fait que Ernest Gabart, il va sous-titrer ses dessins en béarnais et en français. Voyons le Béarn d'Ernest Gabart. Gabart, c'est un homme qui sait regarder ce qui l'entoure. Et il va dessiner des personnages caractéristiques de la vie béarnaise qui disparaît. Parce que le modernisme, il modifie la vie par les moteurs. Vous avez le train, vous avez le tram, vous avez l'auto, vous avez l'avion. Dans le monde de Cadetou, ça, non. C'est l'attraction animale. Et ce modernisme va estomper les particularismes locaux. Pour les gens de la ville, c'est des paysans. Peu à peu vont disparaître la langue béarnaise, le costume, le béret va être remplacé par le chapeau, la ceinture rouge, qu'on verra, va être remplacée par des ceintures en cuir avec boucles, en métal, les sabots vont être remplacés par des chaussures. Donc, il y a une mode vestimentaire qui disparaît, qui se dégrade. Vous avez là c'est assez grand. Vous avez là une béarnaise qui va marcher avec ses volailles sur la tête, et puis vous avez une paloise moderne. Donc la mode vestimentaire, c'est plus la mode, elle va se démoder. Et vous avez sa remarque. Regardons cet aéroplane, tout le même. Donc on est déjà dans les avions. Hein. Il n'y a pas que le costume qui va changer. On va passer de la vaisselle en écuelle de terre à des assiettes. Le couteau de poche et la cuillère vont être remplacées par une fourchette et un couteau de table. Il va y avoir des serviettes de table, alors qu'avant, ça suffisait. Et deux mondes vont se côtoyer. En ville, il y a une uniformité. Les citoyens sont tous semblables, en toute région, dans leur habillement, dans leur comportement. À la campagne, on va distinguer l'Aussalois de l'Aspois, le Landais de l'Ariégeois, par ses chants, ses costumes, ses danses, ses jeux, ses coutumes. Donc il y a eu un hiatus entre les gens de la ville et ceux qui en sont restés plutôt au XIXe siècle, au tout début du XXe. Mais on va constater chez certains de timides évolutions dans la manière de se vêtir. Par exemple, les chaussures en cuir et à clous vont remplacer les sabots ou les sandales.
Donc on assiste à un brassage culturel qui va tout affecter, la cuisine, la musique, le vêtement et la langue. Je veux noter d'abord que je ne projetterai pas tous les dessins qui sont dans les livres, dans le livre de Gavard, la Saïte de Cadetou, parce qu'il est prévu de vous offrir ni le souper ni le petit déjeuner demain, on n'aura pas le temps. Donc j'ai choisi, mais comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Pardonnez ma douleur et ma souffrance d'avoir dû renoncer à toutes de choses. D'abord, on va voir des dessins de Gavard qui se moquent un petit peu des Béarnais. Vous remarquez que vous avez le Béarnais avec son costume, ses sabots, et puis celui qui a affaire à des touristes, guide de chasse, qui lui a d'autres paires de chaussures. En général, elles sont à clous. Ce qui marche pour marcher sur les rochers ne doit pas être terrible, mais bon. Il a un isard. Vous l'avez attrapé. Il a été tué hier par un étranger. Mais je n'ai pu le retrouver que ce matin. Tu comprends? Je comprends très bien. Donc, un chasseur étranger qui a payé, il a abattu un isard, mais le guide de chasse ne l'a pas retrouvé. Par contre, le lendemain, il le retrouve. Comme quoi, il devait bien connaître le coin. Donc le Béarnais un peu filou. Et commerçant. Il vend sa vache. Vous ne payez pas le café? Eh bien, il n'y a rien de fait. Donc il a vendu la vache, mais s'il ne paie pas le café, ça ne marche pas. Ils sont commerçants. Le Béarnais, il est éleveur. Des cochons. Il amène son cochon au marché. Il est grossier. NDD, vous devez savoir ce que ça veut dire. Donc il amène ce cochon au marché. Il n'a pas de carriole pour le mener, mais on ne vend pas que des cochons au marché, on vend aussi des oies. Alors elle est commerçante. Ça doit se dire en chantant un tout petit peu. Eh bien, mamie, vous voulez acheter celle-ci? Des oies. Ou bien, ça c'est pour le commerce, et puis on commence à reconnaître un peu Cadetou, pour ceux qui le connaissent. Je ne suis pas arrivé à trouver cette chanson. J'en ai plein, mais je n'ai pas arrivé. Nous planterons des orangers devant sa porte. J'ai pas mis, à mon avis, il n'avait pas dû boire de l'eau d'Évian. Donc il y a déjà le goût de la boisson. Mais on boit beaucoup à l'époque. Mais c'est pour soutenir à la fois le moral et le physique. Une autre marchande de marron. Tout chaud, tout chaud. Je vous montre tous les dessins que Gavard a fait, à part avec son personnage préféré. Et puis, bien entendu, Béarnais. Laisse-la donc tranquille, le polisson. Vous le voyez avec sa fleur à la bouche. Elle est très mignonne, la jeune fille. Mais lui, il est déjà un peu plus moderne. Il a des chaussures à clous. Il est un grand fou. Vas-tu te taire, grand diable? À mon avis, regardez les belles chaussures qu'il a. Il a déjà passé son statut de paysan, d'agriculteur. Et nous allons passer au grand album de Cadetou, Las Eight de Cadetou, les aventures de Cadetou. Pour amuser sa fille, Odette, il va faire ce qu'on appelle des paperoles, c'est-à-dire des feuilles volantes, coloriées, avec des histoires naïves, amusantes. Et en 1907, sur les conseils d'un de ses camarades de bobsleigh, il va, en 1907, publier un grand album, Las Eight de Cadetou, avec 17 planches sur papier fort.
il se trouve difficilement encore cet album. C'est un type de vieux béarnais, amusante victime d'incidents cocasses, dans un environnement parfois familier comme la Haute-Plante. On verra ça. Je ne les ai pas tous sortis, on n'a pas le temps. Je répète, ils n'ont pas prévu de nous offrir un petit déjeuner. Donc c'est un type de vieux béarnais qui est l'amusante victime de tout un tas d'incidents cocasses, dans un environnement qui nous est parfois familier, comme la Haute-Plante, on va voir. Donc Cadetou nous apparaît comme un vieillard, alerte et sec, avec la blouse, le béret, les sabots, le bissac qui est à ses pieds et l'aiguillon. Cadetou, ce n'est pas tel ou tel béarnais connu, particulier de l'auteur, de l'artiste. Ce n'est pas un être d'exception. Ce n'est pas un héros irréel et abstrait. On peut reconnaître en lui les traits familiers des attitudes coutumières. Et chacun, en le voyant, a le sentiment de le connaître. Ah, ça me rappelle un tel, effectivement, machin, il a fait ci, il a fait ça. Donc, en 1907, la date de la parution de l'album, il faisait partie de la faune béarnaise commune. Tout le monde peut se dire, ouais, je le connais, je l'ai vu. Donc, c'est la faune béarnaise commune. Et Cadetou, il est de son siècle, le précédent, il est complètement désorienté par le modernisme de la ville. Et Gabard en a fait un homme incapable de résister à son goût pour le vin. Oui. Voilà. Une chopine ne serait pas volée. La chopine, c'est peu, c'est 25 centilitres. Si se contentait d'une, il serait pas mal. Il y a tout un tas de dessins que je ne vous montre pas, je vous les décris, parce qu'on n'a pas prévu de nous offrir le petit déjeuner. Ivre, il va entraîner le mannequin d'un magasin de confection pour l'accompagner au bistrot. Il dit au mannequin, viens boire un coup avec moi. Il se retrouve en prison. Gabard nous présente ensuite son Cadetou au plantier. Le plantier, c'est les jeux de quilles de 9. Il y a les quilles de 6, mais on n'appelle pas ça un plantier. Alors, il met au défi les jeunes, ils ne doutent de rien, pour 2 sous. Il rate son coup et il fracasse une bouteille qui est dans un angle. Il n'est pas très adroit. Il se rend à la foire aux bestiaux, qui est au Forail, ou sur la Haute-Plante, place de Verdun, actuelle. Il veut vendre un âne. Et sa monture prend le mordant, et parce qu'elle est effrayée par le tramway. Il y a le tramway électrique à l'époque. Donc, c'est une rigolote. Au marché, il amène un âne qu'il veut vendre, et il se retrouve au sol, parce que son âne n'est pas content, sous les colibés des spectateurs. Et méprisant les automobiles, il va se rendre au marché de la Vieille Halle, place Reine Marguerite, pour vendre ses œufs. Il n'a pas l'habitude des automobiles, il est au milieu de la route avec ses oies. À mon avis, les automobiles ne vont pas très vite, hein. Elles sont limitées, en ville elles sont limitées à 15 à l'heure. Sur la route, quand elles atteignent 30 à l'heure, c'est quasiment un véhicule de course. Et voilà ce qu'il arrive. Adieu la vente. Bon, les œufs, c'est fini. Je ne sais pas s'il va y avoir des oies rescapées. Bon. Autre aventure. Monsieur va aller aux toilettes. Il ne connaît pas trop. Les toilettes, elles sont là. À mon avis, ça doit être la place de la Monnaie, mais un peu réinscrite. Et il rentre chez un marchand de journaux. Vous vous doutez de ce qui va se passer. Il prend ça pour des toilettes. Eh oui. Le marchand de journaux n'est pas content du tout. À mon avis, il avait dû boire plus de son quart de litre, vu la flaque. Bon. Donc, Cadetou, il est viré. Mais Cadetou, il vit aussi de la vente du bois. À l'époque, il existe place des Écoles, à la place de la République actuelle, un marché au bois hebdomadaire. On y choisit des fagots, des bûches, qu'on peut faire couper sur place à la longueur désirée, et par des spécialistes munis d'un chevalet et d'une scie.
Et à la fin du marché, le bois peut être livré à domicile. Cadet-tout s'en va donc livrer des fagots avec son attelage de bœufs. Et en cours de route, il n'y a pas de chance, un essieu casse. Et l'attelage est immobilisé. Vous voyez la roue de travers. Je crois qu'on peut arranger. Voilà. La roue est de travers, casse. Il s'installe sur quoi? Sur la voie du tramway. On sent venir la catastrophe. Alors, il va immobiliser, il va faire appel à un charron pour remédier à l'incident. Je ne me rappelle pas comment j'ai fait pour agrandir. Ça va venir. Bon, bref. Il décharge pour alléger, parce qu'il va falloir soulever la charrette. Mais voilà qu'arrive le tramway et un attelage. Donc il décharge sans se préoccuper ni du tramway, ni de l'attelage qui arrive. Et ce qui devait arriver, arriva. Il bloque tout. Il bloque le tramway, il bloque la voiture de place. Alors, soit c'est une voiture de place, soit c'est une autre voiture qui, elle, n'a pas besoin d'être garée dans un parking, mais qui est sur la place. Donc il y a la voiture de place et la voiture de remise. La voiture de place, on peut la prendre à l'extérieur. La voiture de remise, il faut aller chez le propriétaire pour l'emprunter. Résultat des courses, il a bloqué le tramway, il a bloqué la voiture de place qui est obligée de faire demi-tour et il va ramasser une amende. Voilà notre cadet-tout qui a dû payer largement. Je retourne en arrière. Il le traite de tout. Oui. Pipeau, feignant, gourmand. Gourmand, en Béarnais, c'est un individu qui est chargé de tous les vices. Donc je vous fais la traduction parce que c'est pas dit qu'on le sache. Donc, il est verbalisé et il doit s'acquitter d'une amende et il s'en va. Il est absolument ravi. Et maintenant, je vais vous poser une question. Il n'y a pas comment qui va parler. Peut-être que vous allez, si vous ne trouvez pas. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Cadet-tout que vous venez de découvrir? Rien. Alors, le Cadet-tout que vous avez vu, il a des bœufs, il a une charrette, il vend du bois, il fait plein de choses. Il s'appelle Cadet-tout. Cadet-tout, ça vient de cadet. Rien? Pas de remarques? Bon, il fait tout le boulot ici. Comment? Il est seul. Comment ça, il est seul? Il est seul, il n'a pas de compagne, par exemple. Pour l'instant, il n'a pas de compagne. Et c'est pas ce que je veux dire. Ah, je sais pas. Il pose. Vas-y. Pour un cadet, en général, c'est ceux qui n'ont pas l'héritage. Je dirais, il a pas mal de choses. Il a rien. Si il a rien. Il doit pas avoir d'attelage. Il travaille peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, Ah non. Non, c'est non. Non, c'est lui ça. Le cadet, c'est le valet sans gage. Il n'a pas de gage. Il est propriétaire de rien. Et là, il nous apparaît comme le propriétaire. Or, Cadet-tout, il possède une ferme. Il possède des cochons. Il a une paire de bœufs, des ânes, un mulet. Il a des volailles. Il l'amène au marché. Alors, où c'est le seul survivant de la famille dont il a hérité, ou alors il a épousé une héritière. Voilà. Gabard n'en a pas parlé. S'il a épousé quelqu'un, on ne sait ni son prénom ni rien du tout. Donc on va le découvrir plus tard. Donc pour l'instant, mystère. Mais un cadet, il n'a rien. L'Europlane. Vous savez que Pau, ça a été, pour l'aviation,
quelque chose d'important, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Donc, je vais vous faire l'histoire rapidement. Grâce à Paul Tissandier, qui est commissaire de l'Aéroclub de France, et Henri Salenave, celui qui a introduit le ski dans les Pyrénées, on ouvre une école d'aviation à Pau, par Wilbur-Wright, sur le pont Long, de janvier 1909 à mars 1910. Et là, je vais faire l'iconoclaste. Je vais casser tout un tas de légendes. Pau, berceau de l'aviation. Je reste poli. C'est une légende, c'est complètement faux. À Pau, on a volé en 1909. Vous le savez, Clément Ader, il a volé en 1890. Alors Pau, berceau de l'aviation, je veux bien. Orville et Wilbur-Wright, ils sont les premiers à maîtriser le vol d'un plus lourd que l'air motorisé, en 1904-1905. En 1908, on vole en France, au Mans, à Châlons et à Issy-les-Moulineaux. Et 21 pilotes ont volé dans le monde avant les premiers vols à Pau en février 1909. Alors Pau, berceau de l'aviation, non, pas vraiment. C'est pour faire joli. On verra tout à l'heure pourquoi. Deuxième légende, Pau, première école d'aviation au monde. C'est faux. La première école d'aviation au monde, elle a été ouverte au Mans à partir d'août 1908, où ils ont donné Wilbur, qui est tout seul, a donné des leçons en vol et au sol au comte de Lambert, 12 vols en 3h12, et au capitaine Lucas Girardville, 10 vols en 1h57. Je dis bien Girardville, parce que quelques hommes prétendant être spécialisés de l'aviation l'appelaient Girardville. Bon. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de savoir de ce dont il parle. Autre légende, Pau, première école d'aviation militaire en France. Peut-être qu'ils auraient bien aimé. Mais en 1910, à Châlons, Châlons-Mourmelon, à Satory, Versailles, et à Vincennes, il y a des écoles d'aviation, écoles militaires d'aviation. Et en 1911, il y a une école d'aviation militaire à Étampes et une autre à Pau, dont Pau n'est pas la première, mais la 5e école, rien que ça. Bon, ça, c'est les légendes. Donc, il y a, je vais être gentil, je ne vais pas dire une légende, mais une erreur. On raconte que Norman Prince, je vous le prononce à la française, il a volé au sein de l'escadrille Lafayette. C'est pas vrai. En 1916, il est affecté à l'escadrille L-124 créée sur l'aérodrome de Luxeuil-les-Bains. N comme Nieuport. La première lettre des escadrilles, c'est la première lettre de la marque des avions, qui va devenir escadrille américaine. Mais alors là, les Allemands, pas question, les Américains ne sont pas en guerre. Donc, enlevez-nous ce nom d'escadrille américaine, c'est pas possible. Les Américains ne sont pas en guerre. Bon, alors comme l'Allemagne a protesté, les USA étant pas en guerre, le 5 novembre, on est baptisé escadrille de volontaires. Et puis, ce même mois, en novembre, elle est nommée escadrille Lafayette, officialisée en décembre. Mais à ce moment-là, Norman Prince, il est mort. Il s'est tué. Donc il n'a pas pu appartenir à l'escadrille Lafayette. Il est mort en novembre 1900. Il est mort en avril 1916, alors que l'escadrille a été baptisée en novembre. On parle de sa mort héroïque. Ouais. Je vais vous dire comment il est mort. Il était myope comme une taupe. Il pilotait. À l'époque, on ne faisait pas des tests, on était content de trouver des aviateurs. Et il arrive à la nuit tombée en vue de son aérodrome. Il heurte une ligne à haute tension et il meurt 2 jours après. Bon. Autre légende, on dit que c'est un as. Pour être un as en aviation, il faut avoir abattu 5 avions ennemis. Pas de chance, il n'en a abattu que 4. Donc la légende ah non, c'est 5, c'est pas 4. Et l'album que je vous présente, c'est un album inachevé qui a été donné à un mécanicien de Blériot
et qui a été donné au professeur Christian Desplat, qui me l'a prêté. Il y a 9 dessins en couleur et 7 dessins non coloriés. Jusqu'à la Grande Guerre, la vie des Palois est bouleversée. Parce qu'il y a des milliers de Palois, de Béarnais et de touristes qui vont assister au vol sur le pont long, où ils se rendent à pied, à vélo, en auto, pour les plus riches, ou en tramway, mais ils n'arrivent pas au bout. Donc, au minimum, il va falloir faire 13 km pour atteindre l'aérodrome Wright. Donc, nous sommes à Pau témoins de l'apparition de l'aviation qui va perturber la tranquillité d'un pauvre paysan béarnais inculte que voici. Je ne vais pas tout vous faire découvrir, il y en aurait beaucoup trop. Et puis, on n'a pas prévu de nous offrir le petit déjeuner. Voici le premier. Il découvre avec surprise et étonnement le montage de l'appareil qui est arrivé à Pau en pièces détachées. Il est arrivé par le train, en caisse, en pièces détachées. Il a été amené dans les hangars qu'on a construits pour Wright. Et là, il va être monté. Ça va être fort long. Parce qu'en plus, il y a des pièces qui ont été abîmées. Et qu'à tout, au diable, c'est là dedans, je vous fais la traduction, hein. Au diable, c'est ici dedans qu'ils vont faire le comment. L'aéroplane. C'est merde, faut pas dire. Et puis, il va y arriver bien autre chose. Il va assister à un vol de cet appareil qu'on appelle le flyer. Et bien sûr, il va avoir de savoureuses réflexions. Dit Obi-Wan, c'est pas la peine que je vous le traduise. Par le diable, dit Obi-Wan, par le diable, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, l'avion, il va appeler l'ouroplane. Deuxième vue. Et Casse-ta-croûte, je vous ai remarqué là, c'est pas le quart de litre, c'est pas les 25 centimes, c'est le litre. Parce que là, il n'achète pas, il est déjà prêt. Cet engin, ça doit être un vélocipède dans le genre des autos. Il fait des comparaisons avec ce qu'il connaît. Et puis, j'aime beaucoup son accent béarnais. Hackett-Wright, ce Wright, qu'il appelle virgule Wright, ça doit être encore un de ses originaux, bien sûr. Et ces appareils, ils vont troubler la tranquillité du pont long. À l'époque, c'est un lieu où on élève des vaches. Le bruit des moteurs, des avions, des automobiles qui vont le voir, de la foule, et parce qu'il va y avoir, après l'école Wright, qui ne va pas durer longtemps, il va y avoir 8 autres écoles. Blériot, d'abord, qui arrive en novembre 1909, alors qu'il avait réservé bien avant Wright. Il va s'installer, mais il a un contrat de 3 ans. S'il part avant 3 ans, il doit payer tout un tas des sommes folles, donc il va rester 3 ans, alors qu'il y a longtemps qu'il aurait dû partir, parce que les moteurs, maintenant, ils ont fait des progrès. Ils peuvent voler quand il y a du vent et quand il y a de la pluie, alors qu'avec les moteurs de départ, non, c'est un moteur très faible, peu de chevaux. Donc, à la fin, il va aller à Étampes. Et pour cesser leurs frais de transport, il faut qu'il amène ses avions constamment par le train ou par des camions. Il y a Graham Wright, que quelqu'un que je nommerai pas a appelé Graham Wright. Non, c'est Claude Graham Wright. C'est Graham Wright son nom. Le prénom c'est Claude et pas Graham. Il va rester de janvier à mai 1910. Puis l'école Antoinette de Levavasseur avec un homme qui s'appelle Gaston Bide. D'ailleurs, il a un descendant qui est connu à l'heure actuelle dans le spectacle. De février à octobre 1910. Il va y avoir l'école militaire, de 1911 à 1930. L'école du Père du Saint, d'octobre 1911 à mai 1912. Morane-Saunier, de décembre 1911 à mai 1912. Nieuport, de décembre 1911 à mai 1912. Et Voisin, de février à mai 1912. Donc, il y a eu énormément d'écoles d'aviation, mais on va s'arrêter sur celle qu'a dessinée Gabard, Wright. Et voilà, grande vengeance, entre guillemets,
Comme ça, on les attrape quelquefois, ces oiseaux. Et là, ça n'est plus un avion Wright, c'est un blériot. Parce que le blériot, lui aussi, est venu s'installer. Donc Cadet-tout, il va prendre sa revanche en dépannant l'appareil Blériot 11, celui qui a traversé la Manche, le 25 juillet 1909. Il faut que je fasse un petit aparté sur Blériot, parce qu'il y a des légendes là aussi. Si Blériot a traversé la Manche, ce qui peut être considéré comme un exploit, puisqu'il a pris le risque de survoler la mer, il n'a pas parcouru qu'une quarantaine de kilomètres. Alors que Wright, en décembre 1908, c'est-à-dire bien avant, au Mans, il a parcouru 200 km. Mais comme ce n'est pas en français, on s'en occupe guère. Donc, il n'a pas volé, il n'a pas traversé la Manche, parce qu'il a un contrat de 500 000 francs. S'il tombe en mer, il perd 500 000 francs, alors qu'il n'y a que 1000 livres à gagner. Donc, il va laisser tomber la traversée de la Manche et il va travailler pour ce qui va lui rapporter le plus. Voilà pour les aventures de Cadet-tout, las 8 de Cadet-tout. Et puis, on va avoir 4 séries de 10 cartes en couleur, en carnet. Je ne vous le fais pas passer parce que vous allez me le détruire. C'est très fragile et plutôt rare puisqu'il y en a qui en cherchent et qui n'ont pas trouvé. C'est pas allé. Donc il y a 4 séries de 10 cartes en couleur et les légendes sont en français et en béarnais. Donc Cadet-tout, c'est pas lui que je veux. Tiens donc. Bon, il y a Cadet-tout qui s'y tourne et Cadet-tout qui essaye de tourner. Je vais voir s'il n'y a pas. Non. Je reviens. Cadet-tout se remarie. D'abord, c'est un vieux veuf qui est obligé de se livrer à des tâches ménagères qui ne lui conviennent pas. Alors il dit, par Dieu, il faut être maître et valet. Tout de même, avec une femme, tout s'arrangerait si bien. Vous retrouvez ça, ce même genre de truc dans le film Crésus avec Fernandel. Lui aussi, il s'en sort plus, alors il va se marier. Vous voyez, pas intéressé du tout. Donc, tout cela va s'ajouter à ses activités quotidiennes, l'agriculture, les quilles, le marché, le cabaret. Il est peu étiré par la vaisselle, le torchon et le balai. Mais qu'est-ce que peut espérer un vieil homme, sinon une veuve ou une femme laissée pour compte dont personne n'a voulu pour une raison ou pour une autre? Mais son célibat lui pèse. Qu'est-ce qu'il va trouver? Une fille laide, pauvre, bossue, disgraciée. Mais justement, le premier voisin, il a une fille à marier. Elle n'est pas toute jeune, elle n'a pas beaucoup de biens, mais Cadet-tout avec son choix. Alors, il fait la demande sur le champ de foire. C'est le truc de maquillon, quoi. Avec le marchandage de la dot. Alors, il va épouser une jeunesse relative, qui sera sa servante, et il va recevoir 100 écus en dot et un porc. C'est beaucoup. Donc, il n'y perd pas. Il va se trouver une servante qui croit, et il va avoir de l'argent. Pour vous dire, 100 écus. Un écu, c'est 5 francs. Et le salaire quotidien d'un ouvrier qualifié, c'est un écu, c'est 5 francs. Donc, quand il touche 100 écus, c'est énorme. Donc, à mon avis, le père, il veut se débarrasser de sa fille. Mais Cadet-tout, il pense avoir acheté comme ça, enfin acheté, il n'a rien payé, assurer le confort et la tranquillité de ses vieux jours. Et le père, il est tout content parce qu'il lui casse une fille qui pouvait espérer un meilleur mariage en tant que cadette à la maigre dotation. Donc, elle devient maîtresse. La maîtresse, on l'appelle Downine. Et chacun est persuadé d'avoir roulé l'autre. Le père, parce qu'il s'est débarrassé de sa fille, et Cadet-tout parce qu'il a trouvé, croit-il, une servante. Donc il va être victime d'un charivari de nuit, il va avoir tout un tas de misère. Ça, c'est Cadet-tout, se remarie. Et là, Cadet-tout s'est remarié. Comment on fait pour les agrandir déjà? Voilà. Merci. Le mariage. Mais on n'est pas au début. Vous avez ici
deux personnages que vous devriez connaître. Celui-ci, c'est Simin Palay, lui là, et là, c'est Gabar. Donc il met en scène quelqu'un qui renaît, et lui-même. Donc il se remarie. Le repas, le bal, et puis il va être victime d'un charivari de jour. C'est-à-dire, on va venir, comme c'est un veuf qui se remarie, donc normalement, le veuf qui se remarie, pardonnez-moi la vulgarité, il pique la future épouse d'un plus jeune. Donc ça se pardonne pas. Et les jeunes du village vont aller lui faire un charivari. Alors, soit un charivari de jour, soit un charivari de nuit. Bon, donc il est victime de ces charivaris par les jeunes. Ça ne lui fait pas trop plaisir. Mais là, catastrophe. Il n'y avait pas pensé. Il n'a pas pensé à la nuit de noces. Il n'a pas pensé au devoir conjugal. Et il se trouve bien vieux par rapport à une relative jeunesse. Mais Donine, elle, comme vous le voyez là, elle semble attendre quelque chose. Bon, je ne vais pas vous passer sur les détails de la nuit de noces, on ne les a pas, on imagine ce qu'on veut. Je fais confiance à votre imagination. Et puis vous avez Cadetou s'est remarié. Non, ça c'est à l'envers. Je ne comprends pas parce que moi je les avais à l'endroit. Et quand on a mis là-dessus, c'est... bon, on va revenir là-dessus. Comment je fais déjà pour agrandir? Je fais comme ça. Donc, Cadetou s'est remarié. Alors, il faut que je revienne en arrière, c'est pas possible. Voilà. On va lui faire une petite farce. Lors de sa nuit de noces, on va lui amener le vin chaud. Et alors, on va lui faire des propositions assez coquines. Il n'a pas prévu d'abriter sa nuit de noces ailleurs, à l'extérieur de son logement. Donc on va lui faire ce qu'on appelle la roste. C'est une préparation de vin et de potage dans des récipients divers. Quelquefois c'est dans un pot de chambre. Ça dépend de l'imagination ou de la vindicte des participants à l'égard du veuf, parce qu'un veuf qui se remarie avec une plus jeune, c'est pas terrible. Parfois on sert le vin dans un pot de chambre. L'imagination ne manque pas. L'imagination est de plus ou moins bon goût. On lui propose aussi, on peut lui proposer une visite médicale prénuptiale. Pas à lui, à l'épouser, lui, on s'en fout. Mais on va proposer les plaisantais une visite prénuptiale pour la marier. C'est rarement accepté. Le voyage de noces. Ils n'ont pas beaucoup de sous, il faut économiser. Ça doit être rapide parce qu'il y a des animaux dont il faut s'occuper. Et le couple se contente d'aller faire un petit tour en ville. Avant d'aller retrouver les copains au bistrot, il promet à sa femme, qu'on appelle Downine, la petite maîtresse Down, il promet, je te jure, je ne boirai qu'un seul verre à la fois. Et le lendemain, il va rentrer ivre, il a perdu un sabot, il a perdu le béret. Et là, il y a le balai de Donine qui est menaçant. Le jour suivant, toujours ivre, il fait face au balai de Donine. Mais la menace est claire. La prochaine fois, attention. Alors là, il va voir ses copains, et comme Donine lui a interdit de boire, pour dire la vérité, j'ai soif, mais le médecin m'a défendu de boire. Bien sûr, c'est vachement cru. Est-ce le médecin ou le balai de Donine? Parce qu'on la connaît, Donine, elle n'est pas câline. Donc, il ne boit pas. Alors, il essaie de sauver la face, mais bon, le médecin lui a interdit de boire. Ça trompe personne. Et il est très malheureux parce que, privé de boire avec ses copains, même lors du pelle-port, ce qui va se passer, ça ne peut plus durer. Et il le dit, les femmes sont le diable. Donc voilà pour Cadetou se remarie. Une autre, vive la France. Je ne vous fais pas la traduction, ce serait honteux. La déclaration de guerre va surprendre un Cadetou loin de l'actualité du monde. La guerre. Pour bien faire la guerre, c'est un rappel, il faut haïr l'ennemi, lui dénier toute appartenance à l'humanité. Et pour qu'une guerre soit juste, il faut diaboliser l'ennemi. Alors, on assiste
tout au long, à un bourrage de crâne, à une propagande, par carte postale, par forces accusations d'atrocité. Par exemple, dans ces accusations d'atrocité, le Kaiser, vous avez des cartes postales, je ne vous les ai pas amenées, le Kaiser boit tous les matins un verre de sang d'enfants français assassinés. Ça choque, mais il y en a qui le croient. Des soldats allemands se goinfrent de cire en pensant qu'il s'agit de confiture. Ils sont rentrés dans une maison, et ils voient un pot, et à la cuillère, ils mangent de la cire. Ils croient que c'est la confiture. Bon, ils sont stupides, pas à ce point quand même. Un petit garçon est fusillé parce qu'il jouait avec un fusil en bois. Ou bien on coupe les mains des enfants qui font des gestes agressifs vis-à-vis des Allemands. Tout ça, c'est la propagande, mais que beaucoup croient. Et il y a un tel enthousiasme de la mobilisation pour une guerre rapide et victorieuse qu'on est parti pour une guerre fraîche et joyeuse. Tout le monde pense que les hommes sont rentrés pour la moisson. Ouais. Et les 18e d'infanterie, à Pau, part dans l'enthousiasme de la foule, des Palois, les wagons sont décorés de bouquets, de slogans, etc. Et Cadetou, il est sensible à cette propagande. Il a la haine du Prussien. On ne dit pas les Allemands, on dit les Prussiens. De ceux qui ont pris l'Alsace et la Lorraine. En fait, ce n'est pas la Lorraine, on le verra tout à l'heure. Parce que ce n'est pas la Lorraine qui a été prise. En Lorraine, il y a plusieurs départements. C'est la Moselle qui a été annexée d'abord pacifiquement par Louis XV et qui, comme l'Alsace, était germanophone. Donc, depuis cette annexion gentille par Louis XV, la Moselle est française. Mais la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges font aussi partie de la Lorraine, mais elles n'ont pas été annexées. Donc quand on dit l'Alsace-Lorraine, c'est faux. C'est l'Alsace-Moselle. C'est un peu d'histoire. Et Cadetou, il va voir les soldats et il leur donne des conseils. Si tu veux l'attraper, il faudra le déchirer petit à petit, conseille-t-il à un soldat avec lequel il trinque. Pris d'alcool, il mime le combat, mais il ne boit pas tout, il en renverse. C'est peut-être mieux. Et puis, il va rencontrer des prisonniers allemands. Alors, les prisonniers allemands, ils peuvent être utilisés dans tout un tas de travaux, mais ils doivent être payés. Ils doivent être payés au même tarif que les ouvriers français. Parce que s'ils sont payés moins cher, ils font de la concurrence aux ouvriers français, ils leur prennent le travail. Ça, c'est interdit. Donc tout soldat allemand qui travaille est payé au même tarif qu'un ouvrier français. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ennemis. Il ne voit pas des pauvres bougres qui ont été prisonniers. La vision de ce vilain monde me donnera une maladie. Il me faudrait fermer les yeux pour passer ici. Dieu vivant. Vous connaissez la traduction Bernet. Elle est écrite. Oui, vous la voyez, elle est en bas. Donc, sa rencontre avec des prisonniers allemands qui établissent là la voie ferrée Pau-Jetmo, qui sera plus tard abandonnée. D'abord, ils vont être logés à Cobios, puis de la hangar du dirigeable, à l'emplacement actuel du centre aéré route de Bordeaux, puis ils seront logés ensuite au domaine de Cers. Il y a une haine, un mépris, un dégoût, un ressentiment pour le vil prussien, le barbare allemand, les coupables d'atrocités inventées, mais qui sont gobés. Il rêve à une expédition vengeresse de d'humiliation de la perte de l'Alsace-Moselle. Les conventions internationales sur les prisonniers de guerre les protègent contre toute violence et les soustraient aux injures et à la curiosité publique. Donc on n'a pas le droit de leur parler, de les insulter. Il y a une loi qui l'interdit. Soustraire aux injures et à la curiosité publique. Et Cadetou, il va regretter une jeunesse disparue depuis longtemps, ma foi. Et il va faire des propositions. S'il avait été plus jeune, il se serait engagé pour mettre les Boches en pièces, c'est clair. Je voudrais moi aussi prendre part à la guerre. Chercher pour moi un petit emploi, aux cuisines, aux écuries, pour balayer aussi, je serais bon. Dieu vivant. Allez, je vous le traduis, dit Ouiban. Et il va proposer naïvement ses services et est prêt à accomplir n'importe quelle tâche pour prendre part à la guerre. Cuisiner,
s'occuper des écuries, balayer. Mais il ne peut pas s'engager parce que même dans la territoriale, il faut avoir au maximum 48 ans. Donc voilà notre cadet tout qui ne peut pas participer à la guerre. Dernier petit volume, cadet tout se fait photographier. La photographie à l'époque c'est rare. Toutes les semaines, ils vont au marché aux bestiaux, au forail, aux hautes plantes, ou au marché au bois, place des écoles. Et il ne part pas sans le sou. Donine lui a donné de l'argent pour des menus emplettes, de ce qui ne se fabrique pas à la ferme, du fil, des aiguilles, des allumettes, de la ficelle. Et bien entendu, avant chaque départ, il y a les menaces traditionnelles de Donine. Pas de dépenses. Et si tu reviens ivre, gare. Donc il te fallait qu'il rende compte du moindre sou dépensé. Et hors de lui est donné de revenir sur ses propres sabots et non sur ceux des bœufs qui connaissent le chemin. Des bœufs. Sur le chemin du marché, il manque d'abord se faire écraser et tuer par une voiture. Alors il est amené à réfléchir. Sans testament, que deviendra Donine? Elle va être veuve, c'est pas possible. Alors il veut lui laisser au moins un souvenir. Et il a l'idée de se faire attirer le portrait. La photographie est réservée à des professionnels parce que c'est des appareils avec plaques. Et c'est très cher. Ou alors des personnes aisées qui peuvent s'acheter ça. À Pau, à la veille du conflit, il y a 7 photographes. Paillac, rue des Cordonniers, Calizo, place du Palais, Dufault, rue Nouvelle-Halle, Miratet, rue Préfecture, Lascoumette, rue d'Orléans, Supercas, rue Henri IV, et Gontaut-Biron, et Véran, rue Bernadotte. Mais les prix sont surprenants. Alors comme c'est trop cher, il prend les plus petites. Parce qu'elles sont moins chères. Et en attendant leur développement, ils vont marcher, où il va régler quelques affaires. Il va boire 2 petits verres en vitesse quand même. 2 parce que le premier lui a donné soif, c'est ce qu'il dit. Puis il va chercher les photos. C'est cher. Mais il en a tellement envie, les accompagnés, ils achètent. Et il est certainement de plus en plus anxieux de la réaction de Donine à l'approche de la ferme. Il réfléchit. Pourtant, c'est très fier qu'il va présenter les photos à Donine. 6 clichés. Donine les trouve bien, mais elle va demander leur prix. Et c'est un peu cher. 30 livres. Mais c'est 30 francs. 6 morceaux de papier. N'es-tu pas honteux pour un museau comme le tien? Elle aime son cadet tout. Eh bien, par Dieu, pour une fois que j'ai pensé à toi, qu'il lui dit, elle est outrée du prix exorbitant. Parce que 30 francs, c'est 1 louis d'or et demi à l'époque. On est après la guerre de 14, mais quand même. Un écu d'argent de 5 francs pour chaque cliché. 5 francs pour chaque cliché. C'est le prix que ne gagne pas après la guerre un ouvrier pour une journée de travail. 5 francs à l'époque, ça représente une journée de travail d'un bon ouvrier, la nourriture d'une semaine, plusieurs douzaines d'œufs et plusieurs poulets. Et lui, il voulait faire plaisir à Donine. Alors, à votre avis, il les a reçus ou non, ces coups de balai? Merci de votre attention. Si vous avez des questions, dans la mesure du possible, j'y répondrai.